Je disais donc que les terres étaient séparées en trois parties égales pour l'agriculture et que le travail des paysans était séparé en deux. On avait la corvée pour l'empereur qui s'appelle la mita et on a la tupu, je ne sais pas si je prononce correctement, mais qui sert donc à ramasser, à récolter, à semer, etc. pour la communauté, c'est-à-dire pour la population. Et on fait parfois pour l'empereur, parfois pour la population, on alterne. Donc, je crois que j'avais terminé. Ah non, il nous restait les vêtements. Donc, les vêtements pour les Iroquois, on se rappelle que c'était beaucoup en cuir, en peau d'animaux, peau de cerf, fourrure, cousue avec une aiguille faite d'ossements. Et, Et on se rappelle aussi que c'était décoré de plumes, de coquillages, de perles, de piquants, de porc-épic, qu'ils portaient des tuniques, des bottes, des sandales, des pagnes, des raquettes, des bandeaux, selon la saison. Pour les Incas, bien, c'est ça qu'on a dit, que le tissu est très important. C'était leur monnaie d'échange quand ils faisaient du troc. La laine de lama, d'alpaga ou le coton tissé par les femmes avec des motifs géométriques colorés pour les gens les plus importants, la noblesse. On avait aussi des tuniques, des châles, des pagnes. Donc, tu remarques que chez les deux peuples, on porte le pagne. Des chapeaux. On n'avait pas ça chez les Iroquois, mais des chapeaux plats ou parfois des tuques de laine. On se promenait principalement pieds nus, des sandales pour les occasions spéciales. Les sandales, on le faisait en peau de lama. Et pour les gens plus importants, les prêtres, par exemple, une coiffe décorée de plumes colorées, de perles d'or, de coquillages, de breloques pour les grandes occasions. Donc, pour ce diaporama-là, c'est ça. J'en ai un autre que je voulais te montrer. Ce ne sera pas très long. Attendez, je vais voir. Donc, on commence ça. Alors, l'Empire Inca a fait plusieurs conquêtes pour agrandir au fil des années leur territoire. Comment ils procèdent? C'est qu'ils assimilent les conquis, c'est-à-dire les gens sur lesquels habitent les territoires conquis, bien, ils les obligent à vivre à leur manière en leur faisant obéir aux lois de l'empereur. De cette façon-là, ils peuvent profiter des richesses des gens du territoire qu'ils occupent, mais ils conservent tout de même aussi les talents de chaque région. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, il y a des régions qui ont plus l'expertise des bijoux, un autre a plus l'expertise des tissus, etc. Et ils deviennent de plus en plus diversifiés dans les talents. La capitale est Cusco, et Cusco veut dire nombril dans la langue quechua, et c'est là que vit l'empereur. Donc, c'est un peuple très ingénieux qui savent transformer la pierre, l'argent, l'or pour construire toutes sortes de choses, des habitations, des bijoux, des outils, des armes, des routes, etc. Il y a deux langues officielles, en fait, le quechua est la langue officielle et l'aymara, mais il y a beaucoup de dialectes. On se rappelle le territoire des Iroquois. Oh, il y a une petite faute ici. Les basses terres du Saint-Laurent, hein, c'est très, très plat. Et ça longe le Saint-Laurent, qui est notre grand fleuve. Alors, leur territoire, comme je l'avais expliqué, est en Amérique du Sud et il compte de 8 à 12 millions d'habitants selon la période. Ce que tu vois en vert ici, c'est l'Empire Inca. Et ici, on a Cusco, Machu Picchu, pas loin, Quito. Tu peux voir ici le relief
Donc, près de l'océan Pacifique, c'est la région de la côte. On a la région des montagnes, la cordillère des Andes et la ville de Cusco. Tu vois comment elle est en hauteur. Et l'autre côté des montagnes, on a la région de la forêt amazonienne. Donc, on a la région de la côte, la costa, et tu vois, c'est plutôt sec, plutôt désertique. C'est une plaine, donc c'est assez plat, mais pas tellement propice à l'agriculture. Et on a évidemment la Sierra, les chaînes de montagnes, et on a la Selva, qui veut dire la forêt, avec l'Amazone. La cordillère des Andes est faite de montagnes, bien sûr, de plateaux et de vallées. On a un exemple ici d'une ville, donc encadrée d'une palissade, un peu comme les Iroquois, hein? Mais plutôt qu'être faite en bois, la palissade est faite en pierre, puisqu'on a dit qu'ils étaient experts à la taille des pierres, l'assemblage des pierres. Et on a bien sûr le temple pour les dirigeants, l'empereur, les prêtres, etc. On a un grand lac qui s'appelle le lac Titicaca. Tu trouves peut-être ça très drôle, hein, parce que ça ressemble à autre chose, mais c'est le lac le plus haut en altitude au monde. Il y a une bonne réserve de poissons pour eux. Comment ils se déplaçaient? Leur territoire était immense, 20 000 km², donc 5 fois, 20 000 km de long, 5 fois la longueur du Canada pour les routes. Donc, si on mettait toutes leurs routes bout à bout ensemble, ça faisait 20 000 km de route. C'est comme 5 fois la longueur du Canada. Ils se déplacent surtout à pied, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas vraiment de rivière comme ici. Ils transportent leurs marchandises sur leur dos ou ils utilisent le lama. Et ils construisent des ponts suspendus faits de lianes pour traverser les ravins, hein, les précipices et certaines rivières. Donc, on voit ici des exemples de routes qu'on pouvait faire en montagne. Évidemment, ça, ce sont des photos prises actuellement, hein, mais il y a quand même encore des vestiges de leur époque. On voit ici le Machu Picchu, qu'il est possible de visiter maintenant, mais qui est un site très protégé. Donc, on peut seulement visiter quelques personnes à la fois pour éviter que le site ne se détériore à force d'être touché ou marché dessus. On voit ici des exemples de fabrication de ponts en liane. On voit ici. Les animaux, on a le puma qui était présent dans les montagnes et le condor qui est un oiseau typique de là-bas, un oiseau de proie. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Parmi les animaux qu'on voit, il y a le lama et l'alpaga. Et pour la végétation, on utilise surtout le roseau pour fabriquer toutes sortes de choses comme des toits et même des embarcations, des canots. Donc ça, c'était pour mon deuxième diaporama. Je t'en montre un autre. Si je peux le retrouver. Oui, je crois qu'il est ici. Voilà. Donc, maintenant, je te parle de comment est organisée leur société. Donc, le Sapa Inca, c'était l'empereur, mais c'était aussi en même temps le chef des armées et le grand prêtre. Il avait plusieurs fonctions en même temps. Son nom signifie Inca unique. Il est, selon les croyances, le descendant du dieu soleil. Quand il donne un ordre, on ne discute pas. C'est toujours accepté. Il n'y a pas de consultation possible. Et le Sapa Inca et sa femme, la Coya, vivent à Cusco, donc la ville qu'on a vue tout à l'heure dans les montagnes, qui veut dire nombril. Ils vivent dans la richesse et dans un grand luxe. Ici, on a une pyramide où on peut voir, évidemment, les gens ne sont jamais placés comme ça
dans leur vraie vie, mais c'est pour te montrer l'importance des gens. Donc, à la base, beaucoup de gens sont des gens du peuple, hein, surtout des agriculteurs, des bergers et des serviteurs en fin de compte. Et on a au-dessus d'eux les chefs, on a les gouverneurs des provinces, les régions si on veut, on a les nobles et on a bien sûr le plus important, le Sapa Inca. Donc ce n'est pas une société égalitaire, hein? On a des gens qui, selon leur classe sociale, sont plus importants que d'autres. Le Sapa Inca possède tous les pouvoirs et la majorité sont des gens pauvres et ils ont peu de pouvoir. Si tu remarques aussi au niveau de leurs vêtements, c'est plutôt simple et des couleurs terre, des couleurs sobres, tandis que plus on monte en importance, plus on a de décorations, de plumes, de couleurs vives, de bijoux, etc. Donc, il y a 4 régions dans l'Empire Inca. On les a ici en 4 couleurs différentes. Et Cusco est vraiment au centre de l'Empire. Il y a 100 000 personnes qui habitent à Cusco dans les années 1500. À chaque âge, on a une tâche différente. Donc, quand on est, évidemment, on est un nourrisson de 1 à 5 ans, on joue. De 6 à 9 ans, à partir de 6 ans, on commence à faire des travaux à la maison. De 9 à 12 ans, on sort pour aider au champ. 12 à 18 ans, on travaille vraiment un peu plus fort. 18 à 25 ans, on fait les tâches les plus difficiles. 25 à 50 ans, on ajoute à ça les impôts, c'est-à-dire on doit s'occuper de payer une part au gouvernement. Et de 50 à 60 ans, on rend service et on est un vieillard à partir de 60 ans. Les tâches des femmes, il y a quelque chose de particulier chez les Incas. Les femmes les plus jolies deviennent les femmes choisies qui vont à l'école à partir de 10 ans et qui deviennent des servantes du soleil pour aider les prêtres. Et elles sont données en mariage aux représentants du gouvernement, aux chefs militaires ou même à l'empereur. Les autres filles, donc qui supposément étaient moins jolies, restent au village et elles apprennent à cuisiner, à cultiver la terre et à élever les enfants. Bien sûr, elles apprennent aussi à tisser. Elles peuvent se marier dès l'âge de 12 ans. Donc, c'est vraiment une autre époque, hein? Aujourd'hui, ça serait inacceptable, évidemment. Les tâches des hommes, alors les jeunes garçons aident beaucoup au champ. Ils apprennent à construire des maisons et à manier les armes. À 14 ans, on les considère comme des adultes. La plupart des jeunes hommes sont soit bergers, soit serviteurs, soit agriculteurs. Les plus rapides à la course et les plus robustes peuvent devenir des messagers du Sapa Inca, donc d'aller sur les routes comme ils n'avaient pas de téléphone cellulaire ni d'écriture, donc ils devaient oralement faire les messages d'un village à l'autre. Les artisans, eux, sont comme dans une classe à part. Il y a les tisserands qui font le tissu, les orfèvres qui sont ceux qui font les bijoux, les potiers qui font tout ce qui est vaisselle, pot en terre cuite, et les maçons qui s'occupent de travailler la pierre, faire les maisons, etc. Les dieux, alors ils croient en plusieurs dieux, mais Inti, c'est leur dieu soleil, c'est le plus adoré. Et le Sapa Inca, donc l'empereur, est lui-même considéré comme un dieu puisqu'il est le fils du soleil. Et les prêtres sont très importants, très respectés dans la société Inca. Et les morts, apparemment, seraient là pour protéger les vivants. Donc, on respecte beaucoup les morts. Même il y en a qui sont momifiés. On les met avec leurs objets parce qu'on pense qu'ils auront une autre vie. Donc, c'est déjà tout pour ce petit diaporama. J'espère que tu as appris plein de choses sur les Incas. Maintenant, si tu en as envie, pourquoi pas commencer une maquette chez toi à la maison qui pourrait nous démontrer à quoi ressemblerait
un village inca.